Clémence Benoît, qui donc est une suite logique qui va porter en fait sur la saison des feux exceptionnels en 2021 au Canada, donc les effets combinés des températures chaudes et des déficits majeurs de précipitations. Alors, à toi, Clémence. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui, j'imagine que c'est bon. Oui, Donc, c'est bon. voilà. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente Clémence Benoît. Je suis agente de support à la recherche au Centre ESCAR, donc le Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale à l'UQAM. Puis, comme vous l'avez bien dit, ma présentation fait suite à celle de Jonathan, là, donc s'inscrit dans le même projet de recherche qui est en fait réalisé en collaboration et avec le support financier de Ressources naturelles Canada, le Service canadien des forêts. Donc, ma présentation porte sur la saison des feux exceptionnels qu'on a eu en 2021 au Canada, donc plus particulièrement sur les effets des températures et des précipitations sur les indices forêt météo, puis sur la saison exceptionnelle qu'on a. Donc, je vais faire une brève mise en contexte, parler plus largement de la problématique là, de notre projet de recherche, présenter les données méthodes, puis en fait, vous présenter les résultats préliminaires qui constituent en fait le suivi des conditions, là, et donc des caractéristiques propres à la saison 2021 des feux. Puis, je vais terminer en vous présentant les prochaines étapes, là, donc les travaux qui sont en cours actuellement, là, qui s'inscrivent dans ce même projet-là. Donc, comme vous le savez probablement, la saison des feux en 2021 au Canada a été vraiment exceptionnelle. En Colombie-Britannique, on parle d'une des pires saisons de feux de forêt jamais vues. En Ontario, c'est la saison où on a en fait, c'est la pire saison si on considère la moyenne décennale des 10 dernières années. Il y a notamment le feu Kenora 51 là, qui a été le plus grand feu observé, là, en fait mesuré dans l'histoire de la province, qui a duré de début juin à fin octobre. Au Manitoba, également, il y a le mois de juillet qui a connu le plus grand nombre d'heures de fumée depuis 1953. Puis au Québec, alors qu'on n'a pas eu nécessairement une saison des feux particulièrement exceptionnelle, on a tout de même eu une saison assez précoce avec un mois d'avril où on a observé 3 fois plus de feux qu'à l'habitude. Si on regarde ici, les graphiques qui sont tirés du Système canadien d'information sur les feux de végétation, on peut voir à gauche la figure ici qui est le nombre d'incendies par province, alors qu'à droite, c'est la superficie incendiée par province. En bleu, c'est l'année 2021, alors qu'en rouge, c'est la moyenne décennale des 10 dernières années. Donc, on peut voir que en moyenne, c'est toujours en Colombie-Britannique, on va avoir le plus grand nombre de feux. Par contre, pour ce qui est des superficies incendiées, on va avoir des superficies plus grandes dans les territoires du Nord-Ouest. Par contre, si on s'intéresse vraiment à l'année 2021, on peut voir que on a vraiment atteint, en fait, c'est au Manitoba où on a mesuré les plus grandes superficies incendiées. Aussi, ce qui est en fait, on avait vraiment une année exceptionnelle si on la compare à la moyenne décennale. Je vous invite aussi à observer ce qu'on a, en fait, la Saskatchewan puis l'Ontario, là, où on a relevé vraiment des superficies beaucoup plus élevées que la normale. En fait, dans la plupart des études, c'est un peu difficile de savoir comment le risque de feu va évoluer dans le futur, là, notamment là, de manière spatiale et temporelle. Mais ce qu'on est certain, en fait, c'est si on regarde les tendances de 1979 à 2002, on a une augmentation significative dans la superficie annuelle brûlée sur l'ensemble du Canada. Puis, dans le futur, ben, on sait que l'augmentation de la température va nécessairement engendrer une augmentation du risque incendie, tout particulièrement dans l'ouest des prairies. Puis, on sait que les changements dans les régimes de précipitation vont nécessairement affecter ou modifier le risque de feu de forêt extrême. Mais tout ça, il va y avoir en fait une grande disparité régionale. Mais dans la plupart des études, on sait que même si en fait l'ampleur des changements projetés varie, la plupart des études montrent qu'il va y avoir une augmentation des indices de forêt météo là, que Jonathan a présenté plus tôt, ce qui va correspondre à un risque accru d'incendie dans le futur. Donc, je rappelle l'objectif du projet de recherche au sens plus large, qui est l'amélioration des prévisions météorologiques mensuelles, saisonnières et interannuelles concernant les feux. Donc, aujourd'hui, ma présentation
s'inscrit en fait dans un sous-objectif qui est en fait de mieux comprendre l'effet combiné des différentes variables météorologiques et indices de feu qui contribuent à augmenter le risque incendie. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est bien entendu le suivi des conditions qu'on réalise en continu, mais relatif à l'année 2021, à la saison 2021, puis vous présenter aussi en même temps le genre d'analyse qu'on réalise, puis qu'on diffuse également. À la fin de ma présentation, je vais vous montrer une partie des analyses qui sont diffusées sur un site web qui sera bientôt accessible à tous et à toutes. Donc, voilà, donc comme Jonathan l'a déjà mentionné, pour ce qui est des analyses, les principales données météorologiques qu'on va utiliser sont les réanalyses ERA5. Pourquoi? Parce qu'elles sont disponibles sur une assez longue période de temps, là, donc de 1950 à aujourd'hui, à une résolution une résolution spatiale d'environ 31 km. Ce qui en fait nous permet d'avoir des données sur l'ensemble du Canada à une résolution assez fine. On utilise également des données géospatiales, donc les écozones que je vais vous présenter un petit peu plus tard, puis des données qui proviennent du Système canadien d'information sur les feux de végétation là, qui nous permet d'avoir les estimations des périmètres de feu, notamment pour l'année 2021. Je fais un très, très bref rappel. Donc, toutes nos analyses portent sur, bien entendu, les indices forêt météo qui vous ont été présentés plus tôt. Donc, l'indice forêt météo qui tient compte d'indices de combustible, mais également d'indices de comportement de l'incendie. Donc, l'IFM, je vais en reparler plus tard. Puis, l'analyse des différentes variables météorologiques. Ici, je vous présente les principales, mais l'analyse de la précipitation, du cumul de la précipitation totale, de la température quotidienne maximale, minimale, la température du point de rosée, l'épaisseur du couvert de neige, l'équivalent en eau de la neige. Puis, on réalise toutes sortes d'analyses, comme par exemple les anomalies de ces différentes variables et indices-là par rapport à la climatologie. Donc, on utilise la climatologie la plus récente des 30 dernières années, soit la période de 1991 à 2020, par l'analyse également des valeurs extrêmes. On utilise également les box plots pour venir représenter la distribution, en fait, les quartiles puis les valeurs extrêmes, afin aussi de mieux de voir à quel point une année comment une année se positionne par rapport à l'ensemble de la distribution. Donc, si on a affaire à une année qui est plus extrême que l'ensemble de la distribution. Puis on réalise différentes tendances. Bon, ça, c'est certaines analyses qu'on réalise dont je vais vous présenter par la suite. Donc, pour ce qui est de l'échelle spatiale des analyses, comme on travaille avec un produit sous forme de grille, bien entendu, on sort beaucoup d'analyses ou de cartes à l'échelle du point de grille, donc à une résolution de 31 km. Mais on va également utiliser des secteurs homogènes. Dans ce cas-ci, on travaille présentement avec les écozones qui ont été définies par le Cadre écologique national pour le Canada, puis qui, en fait, constituent des zones homogènes des conditions écologiques. Donc, juste ici, la carte, vous voyez la carte, on a légèrement modifié les écozones en incluant les échos, en délimitant certaines des écozones selon les éco-provinces, notamment en ce qui a trait au bouclier boréal ici qu'on a délimité là, en 3 zones distinctes afin d'avoir encore des conditions plus homogènes là, pour l'ensemble de nos analyses. Donc, ici, ce qu'on voit sur la carte, c'est les écozones, bien entendu, avec les estimations des périmètres de feu pour l'année 2021. Donc, à première vue, on peut voir que les grandes superficies, les plus grandes superficies brûlées ont été mesurées le long de la frontière entre le Manitoba et l'Ontario, au sud ici. Mais également de nombreuses superficies brûlées dans la cordillère montagnarde ou dans la vallée du Thompson en Colombie-Britannique. Pour les écozones, ça nous donne en fait des superficies maximales calculées dans le bouclier boréal sud, suivi de la cordillère montagnarde, puis du bouclier boréal ouest, finalement des plaines boréales et ainsi de suite. Donc ici, ce que je vous présente, c'est
une carte de l'indice IFM, donc l'indice forêt météo, en fait, l'indice forêt météo maximum durant la saison des feux. Ici, c'est la carte de l'anomalie standardisée, donc par l'écart-type par rapport à la période de référence de 1991 à 2020. Donc, on voit en fait que les zones en rouge sont des zones où l'anomalie de cet indice a dépassé 2 écart-types par rapport aux valeurs normales. Puis ici, on voit bien, c'est un petit peu difficile peut-être à visualiser, mais en rouge foncé, c'est les superficies, là, en fait, les estimations des périmètres de feu pour 2021. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment, en fait, les IFM, là où on a observé les superficies, là où on observe les superficies brûlées, en fait, ça correspond, somme toute, aux endroits où on a observé les anomalies les plus fortes de l'indice forêt météo. Maintenant, je vais vous présenter un suivi des conditions météorologiques là, durant la saison des feux, donc de mars au mois de juillet. Là, je ne vous présenterai pas tous les mois nécessairement parce que ça fait beaucoup de cartes, mais ici, ce que vous pouvez voir, c'est à gauche, c'est l'anomalie absolue de la température moyenne, en fait, de la Tmax quotidienne, c'est la moyenne mensuelle. Donc, l'anomalie absolue de la moyenne mensuelle du Tmax quotidien. Au centre, c'est l'anomalie relative du cumul mensuel de la précipitation totale. Puis, à droite, c'est l'anomalie relative, donc toujours en pourcentage de la valeur de l'épaisseur du couvert de neige en date du 1er mars. Donc, on peut voir que dès le début là, de la saison des feux, en fait, on a eu des températures largement au-dessus des valeurs normales pour tout le Canada au sud de 60 degrés nord. Notamment en Saskatchewan, on a eu une anomalie médiane là, qui dépasse 4,14 degrés au-dessus des valeurs normales, ce qui est assez important. Ensuite de ça, c'est même les secteurs ici au sud là, en fait, dans les prairies, puis également dans la vallée du Thompson, mais également dans le secteur ici où on a vu qu'il y avait eu plusieurs superficies brûlées. On avait déjà des déficits de précipitations importants en mars. Donc, je vais tout de suite passer au mois d'avril. Si vous vous rappelez, je vous ai mentionné qu'on avait eu un début de saison assez hâtif au mois d'avril au Québec. Puis avec cette carte-là, on constate vraiment là, que pour tout l'Est du Canada, là, mais vraiment le Québec, puis le secteur là, qui est vraiment situé en forêt boréale, où on a eu des anomalies de température qui ont dépassé là, 4 degrés au-dessus des valeurs normales, si on considère la valeur médiane. Puis même chose, là, ce secteur-là a été vraiment marqué par des déficits de précipitation allant jusqu'à 30% sous les valeurs normales. On a également eu des déficits de précipitation importants là, en Alberta et en Saskatchewan, puis également là, toujours dans la vallée du Thompson. Puis ici, les déficits, on voit qu'il y a eu dans tout le sud du Canada pratiquement là, des déficits. En fait, le couvert de neige était sous les valeurs normales. On parle de valeurs allant jusqu'à 50% sur les valeurs normales en Alberta. Puis tout ça, ça corrobore bien en fait avec le mois de mars qui a été vraiment plus chaud que la normale. Également le mois d'avril, le mois de mars plus chaud que la normale. Puis les déficits de précipitation aussi qui ont marqué ces secteurs-là. Je passe tout de suite au mois de juin, qui est assez particulier justement pour tout l'ouest du Canada. Donc, on peut voir là, que dans tout, en fait, l'ouest du Canada, le Yukon également, on a eu des températures encore vraiment largement au-dessus des normales. Donc, en Colombie-Britannique, on parle de valeurs extrêmes là, qui ont dépassé 5,6 degrés au-dessus des valeurs normales. Également, la même chose pour la Saskatchewan. Puis, dans ces mêmes secteurs, on a encore eu des déficits de précipitation assez importants. On parle de 30 à 40% là, sous les valeurs normales. Puis ici, j'attire votre attention, on a non pas la carte du couvert de neige, mais bien de l'IFM, donc l'indice forêt météo. C'est toujours l'anomalie relative. Donc, on peut voir que les secteurs où on a eu des températures au-dessus des normales avec des déficits de précipitation, c'est dans ces secteurs-là où on observe vraiment
On a des IFM qui ont grimpé là, avec des valeurs allant jusqu'à 250% au-dessus des valeurs normales. Donc, des IFM vraiment, vraiment exceptionnels. Puis, au mois de juillet, on a toujours des températures largement au-dessus des normales qui se sont maintenues dans le secteur, notamment de la vallée du Thompson, dans les prairies, mais également là, à la frontière entre l'Ontario et le Manitoba, donc avec des valeurs toujours en Colombie-Britannique, des valeurs extrêmes dépassant 6 degrés au-dessus des valeurs normales pour le mois de juillet. On a eu des déficits de précipitation allant de 35 à 55% sous les valeurs normales dans plusieurs provinces de l'Ouest et du centre du Canada. Puis, ce qu'il y a, en fait, quand on regarde les anomalies relatives de l'indice forêt météo, on a eu cette fois-ci des anomalies qui ont grimpé jusqu'à 350% des valeurs normalement observées. Donc, des valeurs assez exceptionnelles. Commence 5 minutes. Oui, parfait. Donc, juste montrer ici, comme Jonathan l'expliquait, on suit les événements de blocage, puis on peut voir qu'à la fin juin, donc du 24 juin au 2 juillet, il y a un événement de blocage qui s'est justement positionné au-dessus de la Colombie-Britannique, qui s'est déplacé finalement jusqu'au-dessus du bouclier boréal-ouest, qui corrobore assez bien avec l'augmentation des IFM qu'on a eu, le passage de juin à juillet. C'est vraiment dans ces secteurs-là aussi où on a eu des IFM qui ont grimpé au-dessus des valeurs normales. Comme je vous disais, on réalise également des box plots qui nous permettent de voir en quoi, par exemple, l'année 2021 a été exceptionnelle par rapport aux autres années, puis d'où l'idée de travailler avec les écozones pour mieux voir cette variabilité-là spatiale. Puis, donc ici, c'est un exemple avec la cordillère montagnarde, donc un secteur qui a été fortement affecté par les feux de forêt en 2021. Donc, je vous présente le mois de juin. Ici, à gauche, c'est les variables météorologiques, alors qu'à droite, c'est les indices forêt météo, donc le FWI qui est l'IFM, l'ISI qui est l'IPI et le BUI qui est l'indice de propagation et le BUI qui est l'indice de combustible, disponible. Donc, on peut voir qu'au mois de juin, déjà, on avait des précipitations qui étaient assez déficitaires par rapport à l'ensemble de la distribution, mais c'est surtout au niveau des températures, là, où on a dans les deux, autant pour la TMAS que la TMIN, on a atteint les valeurs records en 2021 si on considère la distribution complète de 1950 à 2021. Puis on avait un indice IFM qui était pas record, mais pratiquement, qui était en fait tout juste derrière la valeur record de 1961. Si on regarde ensuite le mois de juillet, on peut voir qu'encore là, on avait des déficits de précipitation très près des valeurs extrêmes, alors que pour ce qui est des températures, on a encore battu des records au niveau au mois de juillet. Pour les indices IFM, cette fois-ci, on a atteint un record là, pour le mois de juillet. Là. Donc, on a ici, je ne l'ai pas mentionné, mais les limites des moustaches correspondent au 99e centile, au premier centile. Donc, on a vraiment des valeurs extrêmes. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser ce genre de représentation-là. Puis, autre analyse intéressante, c'est de voir les tendances donc, sur les indices IFM qu'on a calculés à partir des réanalyses RA5, toujours de 1950 à 2020. Donc, c'est assez intéressant de voir que finalement, on a quand même des tendances à la hausse. Donc, c'est des tendances décennales, donc aux 10 ans, qui sont quand même assez importantes, autant au mois de mai qu'au mois de juin. Puis, au mois de juillet, on a quand même certains secteurs où on a des tendances à la baisse, mais si on regarde la tendance sur 1980, sur la période plus récente des 30 dernières années, on voit que cette tendance à la baisse-là diminue, alors qu'on a certains secteurs avec des hausses plus marquées. Puis je tiens à vous montrer justement là, les secteurs où on voit les hausses suivent vraiment la forêt boréale, donc le secteur où on observe le plus de feux au Canada.
Pour terminer, donc, comme je vous ai dit, on a un site web du projet où est-ce qu'on fait le suivi en continu des indices de feux de forêt, mais également des variables météorologiques. Donc, vous allez avoir accès justement à une visionneuse des données ici où on peut consulter. Ici, justement, on a l'indice forêt météo en date du 5 mai. Donc, on voit que justement la saison a bien démarré, notamment là, dans les prairies. Donc, c'est vraiment une carte interactive qui vous permet de consulter les différentes valeurs. On vous permet également de suivre les variables quotidiennes pour les différentes écozones. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à ces différentes analyses-là, également les cartes des moyennes, les différentes variables météorologiques, des indices de feux de forêt, autant les valeurs, les variables mensuelles, saisonnières ou annuelles, ainsi que les différentes anomalies. Il y a les box-plots aussi que je vous ai présentés qui sont, bref, il y a toutes sortes de contenus. Donc, vous serez probablement informés là, quand ce site web-là sera disponible. Donc, juste pour les prochaines étapes, on est en train de travailler à développer des indices de risque de feu de forêt en déterminant, par exemple, des seuils critiques pour les indices IFM pour l'ensemble du Canada, donc des seuils de risque pour l'ensemble du Canada qui ne sont pas propres, en fait, qui vont être des valeurs standardisées, puis d'essayer de mieux comprendre l'effet combiné des différentes variables sur l'occurrence et l'intensité des feux. Également, très prochainement, on va entrer en mode prévision à partir des simulations du modèle régional qui est le MRCC6 GEM5 qui est développé ici au Centre Esquerre. Donc, bientôt, tout ce qu'on fait là va être amené en mode prévision. Puis également, on va appliquer nos analyses à des nouvelles zones qui vont être mieux adaptées aux feux de forêt, là, des zones qui sont mieux adaptées que les écozones. Donc, on parle de zones de régime des feux homogènes. Il y a plusieurs études qui sont en cours à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui est en cours. Merci. Merci beaucoup, Clémence, pour la présentation. Donc, on va aller avec les questions. Donc, je vois une main qui est levée. Donc, la parole est à Alexandre Gagnon. Merci, Clémence, pour la présentation. Je suis intéressé par ton dernier point sur le mode prévision. Je voulais en savoir un petit peu plus sur ce projet-là. Est-ce que c'est un projet qui est déjà lancé ou ça fait juste commencer? Je voulais en savoir un petit peu plus. Oui, ben, en ce moment, on travaille, en fait, François Roberge, qui n'est pas présent avec nous, travaille à développer ce modèle-là, puis on travaille quotidiennement à valider. Dans le fond, il y a plusieurs simulations en ce moment qui sont testées. On essaie de valider pour essayer de trouver les configurations optimales pour justement entrer en mode prévision. Puis en ce moment, on est en voie de lancer les simulations pour le forecast. Le forecast pour le futur. Ça prend quand même du temps j'ai un blanc. Non, mais pas à faire, mais il faut qu'on... On valide le modèle. Hein? Donc on valide le modèle. Oui, mais valide le modèle, mais bon, ça prend... Les simulations sont quand même longues à rouler, donc c'est ça. J'ai pas la date d'exemple, mais je sais qu'on voulait entrer cette saison-ci en mode prévision, donc normalement, dans les prochains mois, je crois qu'on serait en mesure de rentrer en mode prévision. Je ne sais pas si Philippe... Je peux juste rajouter une chose, c'est qu'en mode, on a une grille pour tout le Canada à 12 km, donc ça, on est capable de rouler ça assez rapidement en mode prévis. Il faut juste qu'on ait les champs de prévision. Donc là, on est en train d'ailleurs d'aller les chercher pour être capable de faire ça en mode prévision, 12 km sur l'ensemble du Canada. Puis on teste aussi actuellement, et on va le tester, une résolution beaucoup plus fine, à 2.5, mais uniquement sur l'est du Canada. Donc, ça ne couvrira pas l'ensemble du Canada. C'est beaucoup plus coûteux, encore une fois, piloté avec les analyses ou les ensembles de modèles qu'on obtient du système GFS, le Global Forecasting System, dont parlait d'ailleurs tout à l'heure Jonathan. Voilà. Merci. D'autres questions? Oui, Thomas? Oui, j'ai une question. Je suis curieux des zones homogènes, les zones de régime de feu homogène. Là, quels sont les nouveaux paramètres qui sont intégrés? Parce que les écozones, j'imagine, ça inclut la végétation, mais éventuellement la topographie dans les zones
dans les zones de régime de feu homogène. Qu'est-ce que ça inclut de plus, par exemple? Oui, c'est des travaux en cours, notamment un des chercheurs qui travaille avec nous, Yann Boulanger. En fait, c'est vraiment dans leur méthodologie, ils vont utiliser l'ensemble ils vont utiliser les données des superficies brûlées à travers le temps pour justement mieux circonscrire les zones en fonction du nombre de feux des superficies brûlées. Donc, vraiment là, relative aux feux de forêt et non pas juste aux caractéristiques homogènes du point de vue écosystémique, là, mais vraiment en incluant des statistiques relatives aux feux de forêt. Puis je sais aussi, pour rebondir là-dessus, puis peut-être Alexandre, tu dois être au courant, mais le MFFP aussi a déterminé des écozones plus détaillées, notamment pour le Québec. Puis Yann Boulanger, notre collègue du Service canadien des forêts, nous mentionnait. Donc, pour le Québec, je sais qu'il y a des écozones, donc plus, on va dire, plus circonscrites sur les moins grands domaines. Donc, ça aussi, on voulait regarder. Mais le travail que Yann fait, effectivement, c'est un travail qui a été fait à la fois au niveau des feux, puis aussi des types de forêts pour voir comment circonscrire. Parce que vous avez vu les grandes zones, les écozones du bouclier boréal, ça couvre des régions énormes. Elles ne sont pas homogènes d'un point de vue, ne serait-ce que météorologique. Donc, voilà. Parfait, merci. Merci beaucoup, Clémence, pour la présentation. Donc, ça complète notre premier bloc pour la matinée. Donc, on a une